بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 2 pour chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Nous sommes arrivés aux exemples de signaux de base et on va commencer par le signal sinusoïdal. C'est quoi un signal sinusoïdal? Un signal sinusoïdal, c'est un signal périodique de période T0. L'unité en secondes, il est défini par le modèle suivant. Vous avez x de t égale à A cosinus oméga 0t plus phi. C'est quoi oméga 0? Bien sûr, c'est la pulsation. En fonction de la période, quelle est la relation qui relie la pulsation à la période? C'est que oméga 0 égale 2pi sur la période T0, ou bien tout simplement 2pi égale à F0. A, donc vous avez x de t égale à A cosinus oméga 0 plus oméga 0t plus phi. A, c'est un nombre réel qui est défini par comme étant l'amplitude de notre signal. Oméga 0 tout aussi réel, donc c'est la pulsation et l'unité de la pulsation, c'est radian par seconde. F0, c'est la fréquence. L'unité en hertz, oméga, phi, pardon, la phase appartient à un intervalle entre 0 et 2pi. La phase initiale, donc l'unité, c'est en radians. Elle est facile à reproduire et à reconnaître et offre une possibilité de visualisation simple des caractéristiques et on peut calculer les valeurs suivantes. Vous avez la puissance moyenne est égale à A carré sur 2. L'énergie totale, donc c'est l'infini. La valeur moyenne, c'est 0. La valeur efficace égale à A sur racine de 2. Voici un schéma qui représente notre signal sinusoïdal. X de t égale à A cosinus oméga 0t plus phi. Donc, vous voyez bien dans cette figure notre signal sinusoïdal qui a comme amplitude maximale plus 1 et minimale moins A. Donc, la valeur crête à crête est égale à 2A. La phase, c'est phi. Donc, ici, vous avez la valeur pour cosinus 0, c'est 1. Donc, vous aurez la valeur 1. A par 1, c'est 1. Donc, pour le point 0, T0, c'est la période de reproduction de notre signal sinusoïdal. Maintenant, pour définir un signal constant, donc c'est un signal défini par x de t qui est égal à 1, quel que soit t un nombre réel. Et on peut calculer les valeurs suivantes. Donc, vous trouvez après calcul que votre valeur moyenne égale à A carré. L'énergie totale, c'est l'infini. X moyen égale à A. X efficace égale à 1. Donc, ça, c'est un signal constant tout au long de l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Troisième type, c'est le signal échelon unité. Donc, ce signal est défini par U de t égale à 1 pour t positive, 0 ailleurs. Le signal est discontinu fait le point 0. Donc, par convention, on admet U de 0 égale à 1 demi et la valeur est déterminée par U de 0 égale E0 plus E0 moins divisé par 2, donc égal à 1 demi. Maintenant, voici la version retardée. Donc, si vous avez U de t moins t0, donc est égal à 1 pour t supérieur à t0 égal à 0 ailleurs. Donc, voici la représentation dans la première figure de notre signal échelon unité qui est défini de 0 à plus l'infini, qui prend comme valeur constante égale à 1, parce que unité, donc unité, son amplitude maximale égale à 1. Ici, vous avez un échelon retardé de T0. Donc, si vous avez un échelon qui commence dans la partie négative, ici par exemple, donc on appelle ça un échelon unité avancé de T0. Maintenant, vous avez que le signal échelon unité, il est très utilisé pour exprimer la causalité d'un signal quelconque. Si vous avez x de t un signal quelconque, dans ce cas, vous aurez y de t qui est égal à x de t multiplié par l'échelon u de t. C'est un signal causal. Donc, voici la causalité d'un signal quelconque. Notre signal x de t multiplié par l'échelon u de t, on aura tout simplement un signal causal. Donc, il est défini de 0 à plus l'infini et l'autre valeur de moins l'infini à 0 égale 0. On passe à la signal signe de t. Donc, signe de t, c'est un signal défini par, il prend la valeur plus 1 pour t positive, il prend la valeur moins 1 pour t négative. Remarque quelle est la relation qui relie les signaux particuliers entre eux. Donc, vous avez que la fonction sinus de t égale 2 fois l'échelon
U de t moins 1. Et la fonction échelon en fonction de signe, donc vous avez l'échelon U de t égale à 1 demi plus 1 demi signe de t. Maintenant, pour le signal rectangulaire, ou bien ce qu'on appelle la fonction porte, ou bien la fonction fenêtre, ce signal est défini par, donc la fonction rectangulaire de période grand T égale à 1 pour T en valeur absolue inférieure ou égale à T sur 2, ou bien T compris entre moins T sur 2 et T sur 2 égale à 0 ailleurs. Maintenant, quelle est la relation avec l'échelon unité? Donc, vous avez que la fonction rectangulaire est égale la fonction échelon U de t plus t sur 2 moins l'échelon de t moins t sur 2. Maintenant, voici la représentation de notre signal retardé cette fois-ci de t sur 2. Donc, règle de t moins t sur 2 égale à 1 pour t compris entre 0 et t, 0 R. Dans la première figure, ici, vous avez le signal porte. Donc, centré 0 de période égale à t, d'amplitude max égale à 1. Dans la deuxième, c'est le même signal porte, mais retardé de t sur 2, donc est égal à 1 l'intervalle entre 0 et t. Sachant que la version retardée de t moins t sur 2 est très utilisée pour extraire une partie intéressante d'un signal. Si vous avez x de t un signal quelconque, le signal y de t donné par la relation suivante. Si vous avez le signal y de t égale tout simplement x de t multiplié par la fonction règle de t moins t sur 2 moins t0. Donc, il représente une partie de notre signal x de t. Donc, vous avez départ x de t, le x de t multiplié par la fonction rect. Donc, on va garder que la partie de notre signal qui se trouve dans cet intervalle, donc entre t0 et t0 sur 2. Donc, vous voyez dans la première, le signal y de t représentant une partie de notre signal x de t de durée égale à t à l'instant t0. On passe maintenant au signal rampe de pente A. Donc, ce signal est défini par rampe de A de t est égal à AT pour t supérieur ou égal à 0, 0 ailleurs. On peut l'écrire autrement, donc rampe égale à A par t par l'échelon U de t, parce que c'est un signal qu'on peut le définir par A, l'intégrale de moins l'infini à t par U de taux des taux. Maintenant, on peut calculer les valeurs suivantes. Donc, après calcul, vous trouvez que la puissance moyenne égale à l'infini et l'énergie totale égale à l'infini. Voici la représentation dans cette figure de notre signal rampe de pente A supérieur à 0, RA de t. Pour le signal triangulaire, donc, ce signal est défini par égal à 1 moins t en valeur absolue sur grand T, sur 2, si vous avez t en valeur absolue inférieure ou égale à t sur 2, 0 ailleurs. La largeur de base de notre triangle, bien sûr, égale à t. Si vous avez la base de t, dans ce cas, vous aurez la représentation suivante. Triangulaire de 2t grand T est égal à 1 moins t en valeur absolue sur grand T. Si vous avez t en valeur absolue inférieure ou égale à t, 0 ailleurs. Voici la représentation, donc, de notre signal de base de t qui est compris entre moins t et plus t. On passe maintenant au signal sinus cardinal. Donc, ce signal est défini par sinus cardinal de pi t égale à sinus pi t sur pi t. C'est une fonction paire et on peut l'écrire sous la forme de sinus cardinal de pi t égale à 0 pour t entre plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Et pour t égale à 0, on aura tout simplement sinus cardinal de 0 égale à 1. Voici la représentation de notre signal sinus cardinal x de t. Donc, il est défini de moins l'infini à plus l'infini et a comme valeur maximale égale à 1. On passe maintenant à la fonction Dirac. Si vous avez x de t, la fonction définie par 1 sur Dirac, pi de Dirac de t, donc c'est égal à 1 sur Dirac. Si vous avez t inférieur ou égal à epsilon sur 2, donc 0 ailleurs, dans ce cas, la fonction porte x de t me la forme 1 sur epsilon, pi de epsilon de t. On peut mathématiquement définir la fonction de Dirac en prenant la limite de la fonction x de t lorsque epsilon tend vers 0. Dans ce cas, vous aurez limite de x de t pour epsilon tend vers 0 est égale à la limite de 1 sur epsilon
Dirac, la fonction porte de Dirac, pardon, la fonction porte epsilon de t quand epsilon tend vers 0 est égal Dirac de t. Bien sûr, cette approche, elle va apparaître, la fonction de Dirac, en une impulsion. Bref, voici l'approche de la fonction de Dirac dans la première figure et on arrive finalement à ce résultat pour tout simplement obtenir une impulsion. Bref, dans ce cas, on aura la limite de moins l'infini à plus l'infini, limite de x de t quand epsilon tend vers 0 dt égale 1, quelle que soit la valeur de epsilon. Vous savez que Dirac de t ne possède pas une justification rigoureuse. La théorie des distributions donne un sens mathématique à Dirac de t. Nous avons une remarque que le 1 marqué sur la flèche représente ici l'aire de cette impulsion et non l'amplitude. On passe maintenant distribution et impulsion de Dirac et on va commencer par un rappel. Vous avez qu'une distribution grand T, c'est un procédé qui a toute fonction phi d'un ensemble de départ D fait correspondre à un nombre réel T. Donc, vous avez phi appartient à D, T de phi appartient à R. En note part, T de phi égale une valeur comprise entre T pour T et phi. Il existe des signaux déterministes idéaux qui sont utilisés comme modèle théorique et ne peuvent pas être physiquement réalisables. Donc, ce cours appartient à Dr. Areski de Faculté de Technologie, Université de Blida. Donc, c'est un cours pour licence 2. Nous avons que les fonctions phi sur lesquelles opèrent les distributions. T appartient à l'ensemble D et ces fonctions obéissent à des règles. Elles sont indéfiniment dérivables, elles sont à support borné, elles sont convergentes. On va passer à une petite introduction aux distributions parce que nous avons besoin de ces définitions dans les prochains chapitres, Inch'Allah. On va commencer par c'est quoi une distribution régulière? Si vous avez x de t une fonction continue et localement sommable, c'est-à-dire que l'intégrale sur n'importe quel intervalle existe, on définit une distribution t de x associée à la fonction x de t par t de x, donc vous avez phi qui tend vers tx et phi est égal tout simplement à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x conjugué de t par phi de t dt. Donc c'est une distribution entre x de t et phi de t. Maintenant, c'est quoi la distribution singulière de Dirac? Elle est définie par t de Dirac pour phi tend vers t de Dirac et phi, donc c'est l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par phi de t dt, donc qui est égal à phi 0. Donc, on obtient par convention que Dirac de t, phi de t égale tout simplement phi de 0. Elle va nous donner la valeur de la fonction test phi de t fait le point 0. Et voici la version retardée. Elle est définie par Dirac de t moins t0, phi de t égale tout simplement phi de t0. Phi de t0. L'impulsion de Dirac, c'est une distribution qui vérifie. Vous avez Dirac de t égale à 0 pour t différent de 0 égale à l'infini si vous avez t égale à 0. Et nous avons comme propriété que l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t égale à 1. Voici la version retardée. Donc, vous avez Dirac de t moins t0 égale à 0 pour t différent de t0 égale à l'infini si vous avez t égale à t0. Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, c'est la représentation de notre impulsion de Dirac. Et dans la deuxième, c'est une version retardée avec t0. On va voir maintenant ensemble la peignée de Dirac, Dirac de T0 de T. Donc, c'est une suite infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de T0. Vous avez Dirac de T0 de T égale une somme de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins 1 T0. C'est quoi T0? C'est tout simplement la période d'une autre peignée de Dirac. Par représentation, vous aurez la figure suivante qui représente notre peignée de Dirac, définie de moins l'infini à plus l'infini de période T0 à chaque fois. Nous avons quelques propriétés importantes à retenir. Si vous avez T une distribution et phi une fonction test appartenant à un ensemble D, on va commencer par la linéarité. Donc, vous avez T par A1 phi 1 plus A2 phi 2 est égal à 1 par T phi 1 plus A2 par T phi 2, quel que soit A1 appartient à R et quel que soit A2 appartient à R.
Pour l'addition, donc vous avez T1 plus T2 phi égale T1 phi plus T2 phi. Pour la multiplication par un scalaire A, vous avez AT et phi égale tout simplement A par un produit entre T et phi, quel que soit A appartient à R. Nous avons aussi la multiplication par une fonction G de T. Si vous avez G de T par T, phi de T, donc ça sera tout simplement T par le conjugué de G de T, phi de T. Sachant que G de T, c'est une fonction indéfiniment dérivable. Maintenant, si vous avez T de X une distribution associée à la fonction X de T, vous aurez dans ce cas G de T, T de X, phi de T, égale T de X, G conjugué de T, phi de T. Si on va calculer par intégrale, vous aurez l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de G de T, X de T, le tout conjugué, phi de T, D de T, égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de X conjugué de T par G conjugué de T, phi de T, tout simplement D de T. On va voir ensemble un exemple. Si vous avez G de T, une fonction réelle, et T de segment Dirac, une distribution à l'associée à l'impulsion Dirac de T, retardée de T0, on obtient la figure suivante. Donc, vous avez notre signal ici, G de T de cette forme. Si on va faire une multiplication par Dirac de T moins T0, on aura tout simplement notre signal définit la partie G T0 par Dirac de T moins T0. Donc, c'est un échantillon de signal G de T à un instant T égale à T0. Sachant que si vous avez calculé un produit scalaire entre G de T et Dirac de T moins T0 par phi de T, vous aurez tout simplement un calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, G de T par Dirac de T moins T0, phi de T dt. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins T0 par G de T phi de T dt égale G de T0 par phi de T0. On obtient G de T par Dirac de T moins T0 égale à G de T0 par Dirac de T moins T0. Cette dernière relation est très intéressante. Elle permet de prélever une valeur de la fonction G de T fait le point T égale à T0 par un échantillonnage. Maintenant, pour la propriété de la dérivée d'une distribution, si vous calculez un produit scalaire entre T' et phi de T, ça sera moins le produit scalaire entre T et phi'. Comme on va démontrer ça, donc si vous avez Tx', une distribution associée à la fonction x' de t, dans ce cas, vous aurez la dérivée de x de t, mais la forme Tx' de t par phi de t égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x' de t phi de t dt. Maintenant, si on va intégrer par partie, on peut écrire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t par phi de t dt est égale, si on va calculer un produit entre x de t, phi de t pour des valeurs variantes de moins l'infini à plus l'infini, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi prime de t dt. Et comme phi de t est borné, pas de valeur infinie, on aura dans ce cas x de t, phi de t entre moins l'infini plus l'infini égale à 0. Qu'est-ce qu'il va nous reste? Il va nous reste que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x' de t, phi de t égale à t, égale tout simplement l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini par x de t par phi prime t de t. Donc, c'est moins le produit scalaire de tx par phi prime de t. Nous avons que plus généralement, pour la dérivée d'ordre n, on aura t d'ordre n phi de t égale à moins 1 d'ordre n par un produit scalaire entre t phi d'ordre n dt. Nous avons une remarque, c'est que la dérivée d'une distribution associée à la fonction x de t discontinue sur le point t. Donc, vous aurez discontinuité finie. Dans ce cas, tx, une distribution associée à la fonction x de t, mais la forme t' de x égale à tx' plus la somme pour i variant 1 i de x de ti positive moins x de ti négatif par Dirac de t moins t. T' de x, c'est la dérivée au sens de distribution. Tx', c'est la dérivée au sens des fonctions. Et on peut écrire au sens des distributions que u de t égale, donc c'est le signal échelon, est défini par tout simplement un intégral entre moins l'infini et t de Dirac de taux des taux, donc est égal à 1 pour t négative
égale à 0, pardon, pour t négatif égale à 1 pour t positif. On obtient tout simplement que la fonction Dirac de t égale la dérivée de l'échelon de t par rapport au temps. On passe maintenant au changement d'échelle et translation. Si vous avez tx, une distribution associée à la fonction x de t, et vous avez ty, une distribution associée à la fonction y de t, de telle façon, vous avez y de t égale à x de at plus b, sachant que a différent de 0, et quel que soit b appartient à R, vous avez ty, phi de t égale tx, 1 sur A en valeur absolue, phi de t moins B sur A. Pour le changement d'échelle, les cas particuliers où vous avez B égale à 0, dans ce cas, vous aurez Tx, une distribution associée à la fonction x de t, et Ty, une distribution associée à la fonction y de t, sachant que y de t égale à x de at, avec a différent de 0. Dans ce cas, le produit scalaire de Ty par phi de t égale tout simplement un produit scalaire entre Tx avec 1 sur a en valeur absolue, phi de t sur a. Pour la translation, donc c'est un cas particulier là où on va remplacer a par 1 et b par moins t0. Dans ce cas, tx, une distribution à la fonction x de t, et ty, une distribution à la fonction y de t. X de t, ça sera la forme x de t moins t0, et on obtient que ty phi de y égale tout simplement tx avec phi de t plus t0. On va confirmer ça à travers un exemple. On vous demande de déterminer le produit scalaire entre Dirac de at et phi de t. Deuxièmement, le Dirac de t moins t0 par phi de t et le Dirac de at plus b par phi de t. On va commencer par la première. Si vous avez Dirac de at phi de t, donc qui est égal d'après la formule ici, si on va appliquer cette loi, donc ça sera 1 sur a Dirac, le produit entre Dirac de t phi de t, donc est égal à 1 sur a phi de 0. Et vous aurez tout simplement que Dirac de at égale à 1 sur a Dirac de t. Le cas particulier, donc si vous avez Dirac de moins t, ça sera tout simplement Dirac de t. Maintenant, pour calculer Dirac de t moins t0 phi de t, donc vous aurez Dirac de t moins t0 phi de t est égal Dirac de t par phi de t plus t0 est égal à phi de t0. On termine avec la troisième fonction. On vous demande de calculer Dirac de at plus b avec phi de t. On va appliquer la loi, donc le produit scalaire de phi de at plus b par phi de t égale à 1 sur a Dirac de t par phi de t moins b sur a est égal à 1 sur a phi de moins b sur a. On passe à un exercice, on termine avec cet exercice. Dans cet exercice, on vous demande si vous avez x de t un signal analogique donné par la fonction suivante, x de t égale à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. Donc, il a la forme suivante. Donc, l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine descendante. Si vous avez y de t qui est égal tout simplement x de at plus b, selon les valeurs de a, b, on vous demande, donc si vous avez un changement d'échelle de a, vous aurez dans ce cas a en valeur absolue supérieure à 1, vous aurez contraction et inversion si vous avez a inférieur à 0. C'est a en valeur absolue inférieure à 1. Nous avons dilatation et inversion, c'est a inférieur à 0. Pour B inférieur à 0, vous aurez décalage vers la droite, retard. B supérieur à 0, décalage vers le gauche, avance. Pour la méthode numéro 1, décalage de B plus changement d'échelle B. Méthode 2, changement d'échelle A plus décalage de B sur A. Donc, on a bien expliqué ça dans la vidéo précédente. Si vous êtes intéressé, vous regardez la vidéo avant Hedi. Donc, maintenant, on vous demande de représenter le signal suivant. Y1 de t qui est égal à x2 de t plus 4. Donc, si on va faire des simplifications, on aura tout simplement moins 3 moins 2t pour t défini entre moins 2 et moins 3 sur 2, 0 ailleurs. Ici, vous avez un décalage, la méthode première. Donc, vous avez contraction de 2 parce que vous avez x2 de t plus décalage de 4 parce que vous avez plus 4. D'accord? Par la méthode 2, donc vous avez la contraction 2 et décalage 2, et vous aurez la représentation suivante du signal.
Maintenant, nous avons un autre signal. Cette fois-ci, on vous demande de calculer la représentation du signal suivant, y de t qui est égal à x de moins 2t plus 4, donc est égal à moins 3 plus 2t pour t compris entre 3 sur 2 et 0 ailleurs. Et si vous avez dans ce cas décalage de 4, parce que vous avez x de t plus 4, y de t, ça sera x de moins 2t plus 4, donc c'est contraction 2 et inversion, parce que moins 2. Contraction de 2 ou l'inversion de le moins t. Par la deuxième méthode, donc vous avez les contractions 2 et inversion plus décalage 2, vous aurez la forme suivante. On fait la même chose, mais cette fois-ci pour un autre signal y de t défini par inversion et décalage vers la droite. Donc, vous avez x de moins 2t moins 4 est égal tout simplement 5 plus 2t pour t compris entre moins 5 sur 2 et moins 2, 0 ailleurs. Vous aurez la représentation suivante. Donc, ici, vous avez le décalage 4 plus contraction 2 et inversion. Par la deuxième méthode, donc vous avez contraction 2 et inversion plus un décalage vers la gauche. Nous avons un autre exemple. Vous avez y4 de t qui est égal à x2 de t moins 4, donc est égal tout simplement 5 moins 2t pour t compris entre 2 et 5 sur 2 et 0 ailleurs. Ici, vous avez pour le moins 4 un décalage vers la droite plus contraction de 2 parce que multiplication par 2t. La deuxième méthode, donc vous utilisez la contraction 2 plus un décalage vers la droite de 2. On passe et on termine avec cet exercice. Donc, cet exercice, on vous demande de déterminer les dérivés des signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal l'échelon u de t, x2 de t est égal signe de t, x3 de t donné par la figure au-dessus. Donc, voici la représentation de notre signal x3. La solution, donc, pour commencer, calculer x1 de t est égal u de t, sa dérivée. On va utiliser la propriété de la dérivée d'une distribution associée à la fonction x de t discontinue le point ti. Donc, vous aurez dans ce cas une discontinuité finie. Nous aurons x de t prime égale à x prime de t plus la somme pour i varim al i de x de t i prime plus x de ti moins par Dirac de t moins ti, sachant que x t prime, c'est la dérivée au sens de distribution, et x prime de t, c'est la dérivée au sens des fonctions. On l'obtient pour chaque signal. Donc, on va commencer par le premier. Vous avez x1 de t qui est égal à l'échelon. Dans ce cas, nous avons une discontinuité le point t égale à 0. Et vous obtenez tout simplement x1 de t prime égale à Dirac de t. Pour le deuxième signal, x2 de t, c'est la fonction signe de t. Donc, dans ce cas, vous aurez la discontinuité, le point t égale à 0. x2 de t prime égale à 2 Dirac de t. Pour le signal x3, vous avez 3 points de discontinuité, t égale à 0, 1 et 2. On va commencer par le premier point, l'instant t1 égale à 0. Dans ce cas, vous aurez un saut qu'on va l'appeler delta 1. Ce sera x3 plus moins x3 moins 2, 0 moins, égale à 1 moins 0 égale à 1. Maintenant, si vous passez l'instant t2 égale à 1, vous aurez un saut delta 2. Ça sera x3 de 1 plus moins x3 de 1 moins égale à 4 moins 1 égale à 3. Fait l'instant t3 égale à 2, vous aurez un saut delta 3 qui est égal à x3 de 2 plus moins x3 de 2 moins. Donc, vous aurez 0 moins 4 égale à moins 4. Maintenant, on termine avec le dernier signal. Nous avons vous demandé de calculer la dérivée de notre signal x3 de t défini par x3 de prime égale à 0 plus Dirac de t plus 3 Dirac de t moins 1 moins 4 Dirac de t moins 2. Donc, voici la représentation. Donc, vous aurez la dérivée fait le point 0, c'est 0. D'amplitude égale à 1. Donc, Dirac 1. Ici, vous avez 3 Dirac de t moins 1. Ici, vous avez un Dirac de moins 4 centré le 2. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.